La Grange. Récolte. Récolte, le podcast de La Grange. Romain Bionda est docteur ès-lettres de l'Université de Lausanne. Sa thèse s'intitule « Manière de lire les textes dramatiques, métacritique, historiographie, théorie du 19e au 21e siècle ». Il a dirigé ou co-dirigé plusieurs dossiers ou numéros de revues, dont le numéro 18 de Res Futurae, revue d'études sur la science-fiction, qui s'intitule « Le théâtre de science-fiction, premiers éléments de cartographie ». S'il ne travaillait pas spécifiquement sur la science-fiction au départ, c'est une invitation lors d'un congrès qui l'y amène. En tentant de trouver un texte ou corpus de textes lié à proprement parler à la science-fiction, il s'est rendu compte que quelque chose vibrait dans ce sujet, que peu de chercheurs s'y étaient intéressés et que lui-même ne saurait pas très bien comment définir la science-fiction et encore moins son rapport au théâtre. Il est donc arrivé à ce colloque avec une multitude de questions et s'est vu proposer de tenter d'y répondre avec cette parution où il a mobilisé de nombreux autres chercheurs d'horizons très différents afin de réfléchir ensemble et faire avancer la connaissance. Romain Bionda a dernièrement été sollicité par la Grange de Dorigny pour mener une recherche avec les comédiennes et metteuses en scène Izumi Grichting et Julie Bugnard qui tentent, quant à elles et à leur manière, d'explorer les zones d'ombre du théâtre d'aujourd'hui avec leur compagnie I Finally Find a Place to Call Home, qui fait elle-même partie de la pluridimensionnelle Compagnie du Multivers. Voici donc un coup de projecteur sur les questions que l'on se pose aujourd'hui à l'UNIL. Une vraie récolte de savoir que nous allons commencer avec une question qui paraît simple. Romain Bionda, qu'est-ce que la science-fiction et quel est son rapport au théâtre ? Il y a beaucoup de définitions qui ont été données, proposées. Le terme lui-même, c'est un terme parmi d'autres. C'est-à-dire qu'en français, on a pu parler de merveilleux scientifique, on a pu parler de romans d'hypothèses. Et puis en anglais, il y a eu science fiction, mais aussi science-fiction, des speculative fiction, donc les fictions spéculatives, ou d'autres termes en fait qui sont un peu concurrents, avec aussi d'autres noms comme l'anticipation, l'utopie, la dystopie, la conjecture, le fantastique, le futurisme. Et donc on a une sorte de nébuleuse comme ça de termes qui n'apparaissent pas en même temps et qui sont utilisés par différents types d'acteurs pour qualifier des corpus qui ne sont pas exactement identiques. On a un problème là pour le coup qui est vraiment relié à l'histoire des discours et l'histoire des notions et leur popularité, leur usage, et qui sont à chaque fois différents. Le terme science-fiction est devenu peut-être le terme un peu qui regroupe les autres. Surtout dans la deuxième partie du XXe siècle, j'ai l'impression. Il s'impose en français en fait à ce moment-là. Et il remplace un peu les autres. Mais c'est vrai qu'on a eu tendance à pas trop, au XXe siècle, considérer le théâtre pour une raison qui m'étonne toujours. Si on n'a pas de peine à parler de théâtre d'anticipation ou en fait des termes qui sont très proches, théâtre de science-fiction, il y a quand même une petite résistance, en tout cas jusqu'à très récemment. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup dans ce sujet, c'est que peut-être que depuis 5, 6, peut-être 10 ans, dans le monde du théâtre et de la création, le terme science-fiction est beaucoup utilisé. Enfin, il a tendance à être utilisé de plus en plus. Et ça veut sans doute dire qu'on a un changement de définition de ce que c'est que la science-fiction. Et sans doute, ça signifie aussi un changement dans les pièces elles-mêmes, dans le théâtre. Donc, qu'est-ce que c'est que la science-fiction ? Pour revenir à la question initiale, c'est compliqué. D'autant plus si on se demande qu'est-ce que c'est que la science-fiction au théâtre. Sans doute que quand on dit théâtre de science-fiction, on a une idée assez bizarre qui nous vient en tête, qui serait celle de personnes qui jouent des astronautes habillés en carton. Un truc comme ça, on se dit, en fait, on aurait des comédiens qui auraient un casque d'alien vert, et du coup, ça paraît ridicule, et du coup, c'est pas vraiment de la SF, ou alors c'est forcément humoristique, ou c'est au second degré. Évidemment, la SF, on peut dire que c'est autre chose qu'un répertoire de thèmes, que c'est autre chose que ça.
La science-fiction, pendant très longtemps, on a pensé que c'était une sorte de synonyme d'anticipation. Et donc la science-fiction, on la comprend souvent, et encore aujourd'hui, et beaucoup au XXe siècle, comme un genre qui parle du futur, qui va nous aider à anticiper ou à imaginer ce qui va nous arriver, ou ce qui pourrait nous arriver, ou voilà, à ce genre de choses. Le théâtre, à l'inverse, dans les discours, il s'affirme vraiment comme un art du présent, comme en fait l'endroit, et aujourd'hui c'est des fois même revendiqué par rapport à un lieu d'anti-modernité, pas au sens réactionnaire du terme, mais vraiment de résistance, enfin un lieu du low-tech, un lieu de la résistance politique, un lieu aussi de résistance face à l'accélération du temps. On est dans une salle tous ensemble, on est concentrés, on voit quelque chose, et puis on est vraiment ici et maintenant. Et en fait, au début du XXe siècle, c'était la question de la spécificité de ce médium ou de cet art. Vraiment, qu'est-ce que c'est que l'art théâtral ? Déjà, est-ce que c'est un art ou est-ce que c'est juste une pratique de divertissement et un truc relié à des exigences commerciales ? Déjà, on n'est pas sûr que le théâtre ça soit tout le temps un art. Et surtout, on se frite à l'émergence, enfin plutôt l'affirmation du cinéma comme art de masse. Et donc on est pris là-dedans et il y a tout un tas de personnes qui disent mais en fait il y a une spécificité proprement théâtrale. Donc on arrive à distinguer le théâtre de la danse, on arrive à distinguer aussi le théâtre du cinéma et on peut du coup affirmer l'utilité du théâtre. On peut vraiment dire que du coup ça a un rôle, ça a un sens, qu'il faut le préserver, qu'il faut le subventionner, qu'il faut créer des salles, qu'il faut continuer. Voilà. C'est que c'est un art du présent qui met en coprésence un public et des comédiens et où tout se fait en live comme on dirait aujourd'hui. Et dans plusieurs langues d'Europe, on va parler justement d'art du présent ou d'art vivant. On voit bien qu'il y a une tension entre science-fiction comme anticipation et théâtre comme art du présent. En fait, on se dit que là, c'est pas trop compatible. Alors, ça veut pas dire qu'en fait, on fait pas des spectacles qui essayent de penser le futur. En fait, ça se fait quand même. Il y a tout un tas de spectacles qu'on pourrait facilement qualifier de spectacles d'hypothèse, par exemple, ou de spectacles conjecturaux, mais on les nomme pas science-fiction. Et du coup, mon hypothèse, et l'hypothèse qui ensuite a été discutée dans le cadre de ce numéro, c'était est-ce que la résistance qu'on a à nommer des pièces de science-fiction, est-ce qu'il n'y a pas un héritage de cette idée qu'on a du théâtre comme un art du présent, et de cette idée qu'on a de la science-fiction comme un genre du futur ? Quand on dit théâtre de science-fiction, ça paraît être quelque chose d'oxymorique en fait, enfin quelque chose qui est incompatible. Maintenant, aujourd'hui, on se retrouve face à des artistes, à des programmateurs, à des journalistes qui qualifient des spectacles de science-fictionnels. On se retrouve face à un problème qui est de se dire mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'ils essayent de dire ? Pourquoi ça paraît nouveau ? Pourquoi ça nous interroge ? Est-ce qu'on est vraiment face à de la science-fiction ? Et du coup, ça apparaît en fait la situation qui était peut-être invisible avant, qu'on a utilisé tout un tas d'autres termes pour parler au XXe siècle de spectacles qui pourraient relever de ce genre ou de cette esthétique ou de cette ontologie particulière de la spéculation scientifique. Il y a un problème aussi dans le terme science-fiction en tant que tel. Ben, c'est vrai qu'en français, on aurait pu imaginer traduire science fiction par autre chose. Hein. On aurait pu imaginer, par exemple, que le terme fiction scientifique s'impose, ce qui n'a pas été le cas. C'est pourquoi c'est cette traduction-là qui s'est imposée. Je sais pas, là, vraiment, je fais une hypothèse sauvage, mais je me dis que c'était vraiment pour justement se détacher de la dimension du merveilleux, c'est-à-dire pour insister sur le fait qu'il ne s'agit pas d'imaginer des mondes qui sont déconnectés du nôtre, mais d'être dans la rationalité, justement, et d'importer dans le domaine de la fiction des prémices qui soient vraisemblables. Ouais, le but du numéro, ça n'a pas été de dire le théâtre de science-fiction, ça existe, mais plutôt de dire la science-fiction au théâtre prend plusieurs formes. Il y a des éléments science-fictionnels qui, en fait, infusent dans l'histoire de manière générale, mais aussi aujourd'hui dans tout un tas de spectacles qui sont tout à fait différents. Et c'est vrai que, par contre, il y a deux tendances qui me semblent, en fait, se dégager.
c'est l'idée qu'on est dans des spectacles qui remettent en jeu l'imaginaire véhiculé par la science-fiction qu'on a dans les films des années 70, 70, 80, 90, qui sont des films plutôt du triomphe scientifique, de la conquête spatiale, de la conquête de nouvelles libertés, de ce genre de choses. Où tout d'un coup, au théâtre, on joue de manière peut-être un peu humoristique, mais aussi de manière très sérieuse avec le fait que, pour l'instant, là, on est ici, dans une salle, on est sur un plateau, et que certes, on peut convoquer cet imaginaire pour en fait le contrer, quoi. On a l'impression, comme ça, que la science-fiction narrative a existé un peu dans toutes les formes de représentation, sauf sur scène. C'est quoi qui a permis, depuis une quinzaine d'années comme ça, l'émergence de plus en plus régulière de la science-fiction au théâtre? C'est le cœur de ce qu'on devrait faire là maintenant. C'est-à-dire que ça, c'était une étape dans la recherche, ce numéro collectif. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a justement assemblé des premiers éléments de cartographie, donc c'est le sous-titre du numéro. Enfin, je reformule la question de comment ça se fait qu'on s'aperçoit seulement depuis 10 ans que ces éléments-là, ils existent. Parce que je pense qu'ils existent depuis longtemps, qu'il y a eu peut-être une intensification de leur utilisation, peut-être parce que la science-fiction, elle entre dans une culture de masse et qu'en fait, elle est plus... une niche comme on avait pu avoir l'impression qu'elle l'était, et aussi qu'elle est moins stigmatisée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut très bien dire que voilà, on aime la science-fiction et être pris au sérieux. Je ne sais pas si c'était le cas dans les années 70, quoi. Enfin, de la même manière qu'aujourd'hui. Maintenant, il y a eu aussi quelque chose qui a changé dans la science-fiction elle-même. C'est d'abord que cet imaginaire de la conquête, il est peut-être moins actuel aujourd'hui, y compris dans la science-fiction cinématographique. L'idée d'une faillibilité de la science et de la technique, elle est peut-être plus présente aussi. Et donc on a eu tendance à insister dernièrement, depuis une dizaine, vingtaine d'années, vraiment du côté de la science-fiction et des recherches sur la science-fiction, sur l'idée que la science-fiction parle du présent. Même la dimension anticipatrice en fait, de la science-fiction, elle est là uniquement pour servir de miroir en fait, et pour nous renvoyer à nous-mêmes, etc. Et notamment la question de la faillibilité des progrès techniques, c'est une manière de nous dire, attends, peut-être qu'on a un peu trop de foi en fait dans cette technique, peut-être qu'on place trop d'espoir dans cette dimension-là. Et justement, ces fictions qui thématisent la faillibilité technique de manière générale, et de la technologie en particulier, ou des progrès scientifiques, tout d'un coup est devenue plus du tout minoritaire, enfin, elles sont quand même assez présentes aujourd'hui. Tout d'un coup, si la science-fiction, c'est un genre du présent aussi, ça devient incompatible avec le théâtre. Et peut-être qu'on ose simplement utiliser ces éléments comme on le faisait auparavant, mais en les nommant science-fictionnels. Est-ce que c'est pas aussi parce que la science devient un art du présent ? De fait, aujourd'hui, on peut citer plusieurs collaborations entre des scientifiques et des artistes aux abords des théâtres, et notamment dans la conception de pièces, et aussi ce qu'on est en train de faire là, par exemple, un entretien qui est commandé par un théâtre. Je pense qu'en effet, parce qu'on comprend le théâtre comme un art du présent, toujours, je pense que ça n'a pas changé.
On a changé peut-être d'idée sur ce que c'est que la science-fiction, mais pas nécessairement sur ce que c'est que le théâtre. Du coup, le théâtre, c'est un lieu de convergence, en effet, de divers intérêts, et on se dit que ça va être une bonne manière de mettre en jeu socialement certaines questions, partager avec le public, faire des rencontres, ce genre de choses-là, et provoquer des collaborations avec des personnes de différentes disciplines. En fait, par rapport à la place de la science dans la société, il me semble que on fait des expositions universelles, on essaie de créer des musées. En fait, tout ça, ça va quand même vers l'idée où on essaie de démocratiser la science et tout ça. Je pense qu'on en a vu les limites aussi, avec la crise du Covid aussi. Je ne veux pas reparler de ça, mais cette idée qu'en fait, c'est difficile de simplement communiquer sur des acquis scientifiques. C'est difficile de communiquer à la fois sur les résultats et sur les questions, parce qu'en fait, la science, c'est souvent des questions. C'est aussi le résultat de cet entretien où j'arrive avec des questions. En fait. Vous me posez des questions, mais moi j'en ai plus par rapport à mon objet. J'ai de la peine à affirmer des choses, j'ai de la peine à arriver avec en fait, ce qu'on voudrait de moi. C'est-à-dire que je donne une histoire du théâtre de science-fiction. Je peux dire, voilà, ça c'est de la SF, voilà la bonne définition, voilà ce que c'est que le théâtre, voilà où ça commence, voilà les jalons. Et ce que je pourrais faire, par exemple, devant une classe où, en fait, le but c'est de donner des informations. Mais là, en fait, vu que c'est une discussion, et qu'on me demande d'être honnête par rapport à mon objet, en fait, voilà, c'est ça. L'honnêteté, c'est que j'ai des questions. Et je pense que des gens qui sont des chercheurs aussi, ils ont beaucoup de questions et que s'ils doivent être honnêtes avec leur propre sujet de recherche, ils arrivent aussi face au public avec des questions. Et ça peut créer de la confusion, ça peut... y a des choses qu'on questionne, mais il y a des choses qui sont certaines. Enfin, voilà. C'est vrai qu'en fait, si on veut vraiment partager des connaissances scientifiques, on partage aussi les questions qui nous amènent à ces connaissances. C'est vrai que le doute scientifique, c'est quand même c'est un outil en fait, qui nous permet de discriminer, de mettre en doute en fait, tout un tas de choses et qui nous permet de discriminer ensuite ce qu'on ne sait pas en fait, mais qu'on croyait savoir. Et à l'inverse, en fait, ce qu'on sait et ce qu'on pensait ne pas savoir. Mary Shelley, donc Frankenstein, est antérieure d'1 siècle avant l'apparition du terme science-fiction. En fait, rien que ça, c'est une affirmation, mais qu'il faudrait vraiment vérifier. Romain Bionda, vous allez bientôt collaborer avec Izumi Richting et Julie Bugnard, deux comédiennes et metteuses en scène. Salut. Bonjour, trop bien. Julie. Julie. Izumi. Enchantée. Bienvenue. Eh ben c'est trop bien. Là on vient de ramener tout le tapis de danse, tout le matériel pour la pièce. Super. Ça c'est le nom de la... On est d'accord, c'est le nom de leur... En fait, elles ont plusieurs... les compagnies du multivers, il y a plusieurs compagnies en fait. Oui, ça j'ai compris. Et donc... C'est pas très clair, voilà. pas très bien. Izumi Richting et Julie Bugnard, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut commencer par cette hésitation qu'on a eue avec Romain Bionda quant au nom de la compagnie, au nom de la pièce? Le nom de la compagnie, c'est I Finally Found a Place to Call Home, ce qui veut dire j'ai enfin trouvé un endroit que je peux appeler la maison. Et le titre du spectacle, c'est This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good. Et c'est une phrase qui est dans une chanson de Jesus and Mary Chain. Et à la base, quand on cherchait un nom de compagnie, d'ailleurs, on avait même pensé à appeler le nom de la compagnie I Finally Find a Place to Call Home and This Cool Cool Wind Makes Me Feel So Good. Mais c'était un peu long, du coup on a pris que la première partie, et puis ensuite on a utilisé la deuxième partie pour le nom du spectacle, qui d'ailleurs fait le même nombre de syllabes que le nom de la première version du spectacle, qui s'appelait This Couch is Long and Full of Friendship. Et donc ça fait partie des compagnies du multivers. C'est 3 compagnies, on est 4. Les autres compagnies s'appellent You Should Meet My Cousins from Chernobyl et Your Mom Called the Other Day But You Weren't Home.
C'est intéressant de laisser en fait ce moment d'hésitation et de vérification. Oui. Parce que on est là devant quelque chose voilà, on a des phrases entières en anglais issues d'inspiration de chansons avec des compagnies qui sont les mêmes mais pas tout à fait, géométrie variable. On est aussi là actuellement dans une forme de nuage pas très clair par rapport à où se situer, qui à la fois sont des gens de théâtre qui s'intéressent au théâtre, qu'on dit lo-fi, comme la musique lo-fi, c'est-à-dire la musique qui a le moins de technicité possible, en fait, qui a un côté très brut et très authentique. Et ces compagnies s'appellent les compagnies du multivers. Le multivers, c'est une théorie de physique quantique, théorisée et qui fonctionne en termes de théorie. Donc, on a le théâtre qui va aller piocher de l'inspiration, de l'analogie, du côté des sciences dures. Comment est-ce qu'elles les mettent en forme et en pratique ? Ça pose des questions immenses. Ce qui m'intéresse le plus en fait dans cette histoire de théâtre de science-fiction, c'est que la science-fiction, donc c'est notamment de la fiction, et que c'est une fiction qui se propose de reprendre des prémices scientifiques et de les développer d'une manière avec un certain vraisemblable et tout ça. Et donc le « et si », c'est un « et si » de fiction, parce qu'on imagine quelque chose qui n'existe pas, mais on essaye de le développer et de tirer les fils d'une manière qui est vraisemblable d'un point de vue scientifique. Et donc il y a une dimension rationnelle en fait dans cette fiction. Déjà, la science-fiction, c'est quand même très large aussi. Hein. Il y a les vaisseaux spatiaux, il y a Alien, etc. Mais il y a aussi il y a des choses aussi, entre guillemets, plus sobres aussi à représenter. Par exemple, notre pièce, là, This is Cool Cool Wind, elle parle effectivement pas directement de science-fiction, mais elle peut être englobée dans une démarche globale de justement de retrouver des personnages à d'autres époques, après un chaos nucléaire ou j'en sais rien. C'est aussi comme un jeu presque d'enfant, c'est-à-dire comment est-ce qu'on représente quelque chose qu'on a l'habitude de voir au cinéma, comment on le représente avec une table de mix pour faire les manettes d'un cockpit dans un vaisseau. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents types de motifs et il y a aussi des principes narratifs qui sont privilégiés dans ces fictions-là. On s'autorise dans la science-fiction à imaginer des voyages dans le temps, par exemple, même si en effet, ils n'existent pas encore. Voilà, et ensuite, on en tire les conséquences le plus rationnellement possible. Ça donne des possibilités narratives qui sont chouettes, en fait, d'un point de vue de la réflexion, mais aussi du plaisir du spectateur. Pourquoi est-ce que c'est des longs titres ? C'était parce que ça avait la volonté de raconter une histoire, même déjà dans le titre. Et puis l'anglais, il y a plusieurs raisons pour ça, mais il y avait un peu la volonté de cet aveu de l'influence que la culture anglo-saxonne a sur nous, autant musicalement que la culture en général, la pop culture, et cet aveu un peu de l'utiliser à notre manière comme on peut, une partie de nos influences. Et c'est aussi pour ça qu'on raconte des histoires, parce qu'en fait, l'indie pop, la twee pop, c'est inspiré des comptines anglaises, des histoires très courtes, très choues, il n'y a pas de conflit. Déjà, on voulait travailler avec nos amis, première chose. Et puis on avait, dès le départ, même quand on avait un peu rien de concret, on avait déjà plein d'idées et comme si on avait déjà tout un univers en expansion alors qu'on n'avait pas encore vraiment ni de structure, ni tous les moyens de créer cet univers en expansion. Aussi de faire avec les moyens du bord quelque chose de grand. Et du coup, ça s'est développé aussi parce qu'on est intéressé par la science-fiction. Il y avait donc cette envie de travailler dans la thématique de la science-fiction, mais aussi, par exemple, il y a un auteur de BD qu'on aime beaucoup qui s'appelle Chris Ware, dans lequel aussi il raconte une histoire, dans plein d'histoires, qui résonnent avec différentes générations, ou différents endroits, ou bien le rêve, ou bien différents personnages, ou différentes époques, et puis ça crée ces multidimensions un peu. Puis aussi, il y avait cette idée qui revient aussi un peu avec la question du capitalisme et de cette distance avec notre influence de la culture anglo-saxonne et américaine,
Et puis après, on s'est dit, ah, mais ça fait quoi si on fait ça de manière lofi, justement ? C'était aussi le cadre dans lequel on pouvait mettre tout ce qu'on avait envie de mettre. Parce que justement, en fait, on fait du théâtre, mais on aime la musique, on aime le cinéma, on aime la BD, on a fait des t-shirts. C'était aussi une manière de pouvoir exprimer le fait d'être, on dirait au théâtre, pluridisciplinaire. Au lieu de dire qu'on veut être pluridisciplinaire, on dit qu'on fait un multivers. Et puis que ça nous permettait aussi, dès le départ, de pouvoir délirer sur des idées de cosmogonie, de se dire « Ah, mais ce personnage-là, peut-être qu'il peut exister dans une autre pièce. » Et en fait, on crée souvent comme ça. C'est comme si la cosmogonie était très claire, mais qu'on ne sait pas encore comment exactement elle se tisse. Et puis c'est ça qui nous intéresse. Cet aveu justement de l'influence, mais aussi une sorte de critique, parce que nous, on va le faire quand même malgré tout autrement. C'est ça notre temps. C'est ça qui se fait dans les recherches sur la pop culture, sur les transmédias, c'est ce qui est en train d'arriver et du coup de s'inscrire là-dedans à notre niveau. Ce qui est intéressant dans ces compagnies du multivers et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en effet le multivers, donc l'idée qu'on aurait des mondes parallèles, qui existent en même temps, différents états de réalité qui sont co-occurrents ou coexistants, voilà. En fait, c'est un peu flou pour moi, cette idée même du multivers, et je pense que le but, c'est pas tellement de prendre ces théories-là et de les appliquer telles quelles, mais d'en reprendre l'idée. C'est très productif en termes d'imaginaire, mais aussi de possibilités narratives. Parce que si tout d'un coup on se dit qu'on peut mettre en scène des choses qui se passent en même temps ou qui sont concurrentes les unes aux autres, tout d'un coup ça peut être intéressant. Et donc on s'est rencontrés en effet déjà et on a beaucoup échangé pour le moment. Au début c'était vraiment de se dire mais qu'est-ce que c'est que le théâtre de science-fiction ? De leur côté ça les intéresse. Moi ça m'intéresse de voir en fait typiquement de rencontrer des comédiens ou des artistes aujourd'hui qui utilisent le terme et qui n'ont aucune peur de l'utiliser, ce qui est leur cas. Et finalement, on a beaucoup parlé des possibilités narratives. Comment on raconte une histoire et en fait, qu'est-ce qu'une prémisse de SF peut faire dans le cadre de l'élaboration d'une fiction. Et puis on verra, et le champ des possibles est large. Mais il y a déjà cette volonté de collaborer. Travailler avec cette notion de recherche, c'est hyper cool parce que c'est un truc qu'on voulait faire, mais dans le théâtre, ça se fait souvent de faire de la recherche. On fait de la recherche. Mais là, d'un coup, ça apporte une autre dimension. C'est aussi pluridisciplinaire dans le sens que c'est aussi en dehors de notre champ de théâtre. Et puis ça, c'est excitant. Je trouve que c'est cool d'avoir quelqu'un à qui on peut poser des questions, qui a peut-être un référent théâtral plus grand que nous. Parce que voilà, nous on va avoir des pièces, mais voilà, on n'est pas spécialiste du théâtre, on en fait. Et c'est vrai que en fait, vu que dans le multivers, on est tous dans cette recherche de comment raconter des histoires au théâtre, et aussi pour ce qui est de la science-fiction, j'ai l'impression, c'est une envie qu'on a aussi d'aller vers faire de la science-fiction. Comment on fait du théâtre de science-fiction en racontant une histoire ? On pourra lui poser des questions à des endroits où ça nous bloque, où il pourra nous donner des références, il pourra aussi nous parler de trucs. Ça va ouvrir, je pense, vraiment beaucoup. Est-ce que c'est pas l'arrivée d'une forme d'abstraction au théâtre ? C'est-à-dire qu'autant il y a eu un énorme travail au XXe siècle de réflexion sur l'espace scénique, et là, on va encore plus loin dans la balade, dans l'espace-temps du théâtre. C'est-à-dire qu'on s'autorise encore à rajouter une fiction supplémentaire à la fiction qu'on est en train de regarder dans l'ici et maintenant. Donc cette idée du multivers où on multiplie, c'est étonnant que tout d'un coup ça arrive sur scène. Ce que j'ai vraiment perçu chez elle, mais peut-être que je me trompe, c'est cette envie que je perçois aussi chez d'autres créateurs contemporains de théâtre, de s'approprier les codes et les imaginaires science-fictionnels, mais aussi les ressources narratives de ce genre-là. C'est-à-dire de s'autoriser, en fait, l'idée de représenter deux fins alternatives à une pièce où les deux choses coexistent dans le monde que j'ai créé. Et du coup, ça leur donne un autre statut, une autre lisibilité, une autre portée aussi. Et dans cette idée de multivers, donc qui en effet
pas nécessairement visible dans chacune des pièces vues individuellement. En revanche, dans le nom de la compagnie, le fait de vouloir utiliser ce terme-là et de dire, voilà, on a des compagnies qui sont interpénétrées, les comédiens sont partagés, et puis il peut y avoir des situations où il y a des échos, etc. Et dans le discours, en fait, qu'on porte là-dessus, on s'autorise à convoquer ce type d'imaginaire-là. Il me semble que ça donne justement l'impression de dire, bah, c'est pas parce qu'on est au théâtre qu'on est condamné à faire des pièces qui sont soit des pièces avec un début, un milieu, une fin, une intrigue, un nœud, etc., soit du post-dramatique, c'est-à-dire où on accumule des situations où il n'y a pas d'intrigue, où il n'y a pas de personnage, ou ce genre de choses-là. Mais on s'autorise en fait à faire dépendre et à essayer, en tout cas, de créer des choses qui sont prises dans quelque chose qui excède le moment de la pièce lui-même. Et ça, je trouve ça cool, pour le dire simplement. Et je trouve ça chouette d'essayer, même si à la fin, peut-être que pour le public, ça n'apparaît pas. En tout cas, dans la dimension de recherche, et donc tout ce qui nourrit leur travail, là, je trouve des points communs. Si on prend d'autres référents, bah, peut-être ça peut changer le point de vue et puis on peut utiliser cet artifice autrement. Et puis se faire croire qu'on est dans un sous-marin ou bien se faire croire qu'on est dans un combat avec des personnages presque héroïques fantasy. Enfin, si on y croit, on peut se dire qu'on va faire croire aux autres. Et puis j'ai l'impression que c'est aussi un truc de notre théâtre, c'est qu'on va pas essayer d'expliquer ce que les gens doivent voir, ce qu'on est en train de faire. On va juste les laisser regarder, puis on espère qu'en y croyant assez, ils peuvent être touchés de ça. Il y a toujours cette idée, par exemple, la science-fiction au théâtre, c'est pas possible. Enfin, une idée fausse, hein. C'est pas possible parce que, typiquement, si on met un monde inventé sur scène, ça va pas paraître vraisemblable et il y a personne qui va y croire. Et puis, du coup, en fait, s'il n'y a pas de science-fiction au théâtre, c'est parce qu'il y a des problèmes techniques. Un des premiers réflexes que j'ai eu, c'était de me dire, mais en fait, quelles sont les possibilités techniques concrètes pour quand même réaliser toutes ces choses. Ça, c'est typiquement des types de questions qu'un metteur en scène pourrait se poser face à une pièce qui existe ou qui n'existe pas encore et qui nécessite de trouver des solutions et d'inventer des choses. Et des fois, on ne cherche pas tellement des solutions techniques, mais aussi des possibilités narratives. Comment je fais pour créer ce type de suspense ou pour créer cet effet de surprise, ou comment je fais pour maintenir l'attention de cette manière-là, pour faire en sorte que le public ait tel type d'attention, de concentration dans tel type de situation, et comment j'organise les choses. Voilà, c'est une recherche créative qui appartient aux artistes qui créent une pièce, mais qui nourrit aussi la réflexion de chercheurs en études théâtrales. Et c'est vrai que là, les artistes, ils peuvent avoir des intuitions et une pratique qui m'intéresse directement pour ma recherche scientifique. Quand on a commencé à avoir l'idée de ce spectacle, on était encore à l'école, et il y avait quelque chose d'un peu punk, si on peut dire comme ça, parce qu'on s'est dit, mais nous, on ne veut plus être des comédiennes qui doivent attirer le public au spectacle, qui doivent le manipuler pour qu'il regarde dans cette direction, dans celle-là, et on veut que les gens ils puissent venir et que ça soit presque, pas comme au cinéma, mais qu'ils puissent juste s'asseoir, regarder s'ils ont envie de regarder. S'ils ont envie de regarder autre chose, ils ont le droit de regarder autre chose. Nous, on a le droit de leur dire salut. Et en quoi le théâtre de science-fiction nous aide à penser le présent ? Je pense que la science-fiction, c'est un bon répertoire d'imaginaire et des possibilités narratives pour se poser les questions qui sont très importantes aujourd'hui et tout à fait urgentes, notamment la catastrophe écologique, des questions politiques en lien avec la surveillance de masse, toutes les questions en lien avec le vivre ensemble, racisme, sexisme, homophobie, tout un tas de thèmes très importants aujourd'hui et qui, par le biais de la fictionnalisation, avec une intrigue, des personnages, ça permet peut-être de clarifier en fait
certaines hypothèses et de mettre en avant certains thèmes et d'en parler. La question de la science-fiction au théâtre est pas si indépendante que ça de la question des rapports à la nature et du rapport à la vérité. Et donc je pense qu'en effet, la question de la science-fiction au théâtre, elle est vraiment pas loin du rapport que notre modernité occidentale entretient avec le monde naturel, le monde en général et son devenir prochain. C'était Récolte, le podcast de La Grange, avec Romain Bionda, Izumi Grichting et Julie Bugnard. Entretien et réalisation, Julie Enoch. Matière sonore, Christophe Calpini. Plus d'informations et références sur grange-unil.ch.